Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, Marion Fénane de la HK Maroc. Je vais m'occuper de la modération de ce webinaire qui a été organisé par la Chambre allemande avec l'intervention de Monsieur Bernard Corbel, qui est psychologue clinicien à Casablanca et qui prendra la parole d'ici quelques instants. Alors, nous allons parler aujourd'hui des chocs à la suite d'un séisme et comment les surmonter. Au-delà des blessures physiques que peut occasionner un tremblement de terre, la logique est loin d'être négligeable. Avant de commencer, quelques mots sur le déroulement du webinaire. D'ici quelques instants, nous allons passer à l'intervention de Bernard Corbel et nous passerons ensuite à une session de questions-réponses. Si vous souhaitez poser une question ou faire part d'un commentaire, vous pouvez d'ores et déjà utiliser l'onglet Q&A qui est à votre disposition. Et quand on passera à la partie questions-réponses, je lirai à voix haute les questions afin que M. Corbel puisse y répondre. Voilà. Je laisse à présent la parole à Bernard Corbel. Voilà, Bernard, c'est à toi. Je vais juste réactiver ton micro. Ça y est. Activer le micro. On t'entend. Oui, c'est bon, ça y est. Ça y est, hein, donc là, je salue toute cette assemblée. Je vous remercie à tous d'être présents. J'espère que je vais vous apporter tout à l'heure les réponses à ce vaste sujet qui nous a à peu près tous concernés, car même si nous n'étions pas tous dans la région de l'épicentre, le choc a été ressenti quand même à peu près par tout le monde, sauf ceux qui avaient un sommeil très profond. La secousse en elle-même cause un effroi. Elle est doublée du bruit, la vibration du séisme possède en elle-même quelque chose d'effrayant. Donc, nous avons été touchés dans notre chair, et ça, c'est très, très important, on le verra, pour tout ce qui concerne la notion de choc. J'ai indiqué choc, nous avons indiqué choc dans le titre au pluriel, car en fait, il y a une série de chocs qui se produisent pendant ce qu'on appellera un traumatisme par la suite, s'il y a. On va discerner peut-être un trauma, c'est-à-dire un choc, et un traumatisme qui est la résonance, la continuation en dedans de soi. Alors, d'abord, je voudrais définir peut-être ce qu'on peut entendre comme traumatisme. De quoi résulte le traumatisme? Eh bien, la première chose qui vient à l'esprit, qui fait la gravité de ces chocs, c'est, sans qu'on s'en rende trop compte, c'est le sentiment de la mort possible, de l'imminence de la mort. Subitement, la terre tremble, c'est mon Dieu, on va peut-être tous mourir. C'est quelque chose qui passe très très vite dans le cerveau, et c'est là-dedans la peur d'un anéantissement subit. Donc, des fois, on a vécu les secousses à distance comme quelque chose de... Parfois, beaucoup de personnes n'ont rien ressenti de particulier. Mais il s'agit souvent d'un mécanisme de défense, un déni, qui nous aide d'ailleurs à résister dans ces situations. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes, par exemple, sur le moment, n'ont rien ressenti, mais une demi-heure après ou une heure après ont des symptômes comme des vertiges, la tête qui tourne, etc., qui montrent amplement qu'un choc bien plus profond a eu lieu. Alors, il faut prendre ça en compte pour pouvoir écouter les personnes qui ont ressenti avec force ce choc. Évidemment, nous avons tous des défenses qui peuvent intervenir par rapport
à ce choc ressenti, avec ou sans panique. Les défenses, quand elles fonctionnent bien, c'est très bien, mais des fois, elles emprisonnent la mémoire du choc qui va ressortir un peu plus tard. Donc, c'est important de bien décrypter et de bien accueillir le problème. Quand il y a choc, il faut savoir se comporter, bien sûr, avec la personne concernée. Je pense qu'on voit l'effroi dans les yeux de certains. Par exemple, le jour de la secousse, quelques enfants ont été surpris, par exemple, et pouvaient avoir un regard un petit peu hagard qui montre à quel point le choc a eu lieu. Alors le choc, il est composite, d'une part, parce que si il y a auprès d'une personne une autre personne qui est calme, détendue, fait face à la situation, elle limite l'effet de choc, et sinon, par imitation involontaire, avec nos neurones miroirs, il y a une onde de choc qui se répand entre les individus. Voilà, donc il y avait l'attitude qu'on pouvait avoir pendant le tremblement de terre, qui est importante. Quelques mamans, d'ailleurs, ont eu le réflexe, plutôt de rester chez elles plutôt que de courir en affolement, d'observer ce qui se passe autour d'elles avant de lancer des réactions en chaîne. Et ça, c'était certainement une bonne chose. Si on cède à la panique, on peut faire des erreurs, d'ailleurs, il faut le savoir, pour les tremblements de terre. Si j'avais mon image, ça serait bien, je n'ai pas la mienne, hein, pour vous parler. Donc, si je disais, si on se précipite pendant le tremblement de terre en cédant à la panique, en fait, on prend des risques. Il faut surveiller d'abord l'environnement, effectivement. Si des éboulements se produisent, se précipiter pour se mettre dans une zone le plus possible abritée, on dit sous un meuble, sous une embrasure de porte, sous l'idéal bien sûr sous un mur porteur, parce que de toute façon les débris vont pas tomber, il va y avoir un petit espace. Voilà, mais ça c'est une chose. Nous, on va s'intéresser non pas au moment de la secousse, mais que faire avec la série de chocs mentalement, qu'est-ce qui s'ensuit? D'abord, les personnes qui ont subi le choc, qui ont plus ou moins cédé à la panique, etc., peuvent rester en suspens quelque temps, puis éprouver des cauchemars, de l'anxiété, de l'angoisse parfois. L'angoisse, c'est cette confrontation avec le néant. Des sentiments de dépression contre lesquels il convient de lutter, parfois d'autres troubles psychosomatiques, tout simplement parce qu'on a été remué, en quelque sorte, comme si on avait été agité physiquement. Voilà, donc ça c'est le premier niveau du choc. Dans tous les cas, il faut se souvenir d'une chose, c'est un sentiment dérangeant pour tout un chacun, qui est ce sentiment d'être coupé. Alors on va parler des fois d'un symptôme de désorientation, de dissociation légère, c'est-à-dire d'être coupé du reste du monde. J'ai vécu quelque chose qui me sépare des autres, je ne sais pas l'exprimer, et j'ai l'impression un peu d'irréalité dans ma vie. Alors, si je parle de tout ça, c'est pour que vous puissiez tous, quand vous écoutez les personnes qui ont été touchées par le choc, bon, ça peut être vous, bien sûr, mais vous êtes, après cette conférence, sensibilisés, et vous pouvez écouter ce qui se passe chez des personnes à la suite du choc. Alors, ce sentiment d'être coupé du monde, il faut savoir que dans tous les cas, ce qui permettra
et qui va faire thérapie en quelque sorte, ça va être l'écoute, c'est-à-dire permettre au sujet de retrouver sa parole. Cette parole, pendant qu'il l'a dit, le relie à l'autre, le remet en contact, le reconnecte avec la communauté des hommes, parce que subitement, quand je me sens coupé dans ma tristesse, dans ma dépression et dans mon sentiment d'irréalité, je suis coupé du monde. Et quand je parle, je me réaccorde avec le monde. Donc, permettre aux personnes concernées de s'exprimer a un effet absolument essentiel en termes de thérapeutique. Alors, je pense qu'il faut que j'approfondisse un petit peu maintenant la notion de choc. On a parlé d'un choc qu'on peut comparer à un véritable effroi. Hein, donc, et on constate que l'effroi, si vous voulez, il est constitué de deux choses principalement. Il y a l'idée de la mort, comme je l'avais dit tout au début. Pendant un instant, le sujet se voit mort, ou qui va être anéanti, en quelque sorte. Et donc ça, c'est le choc. Hein. C'est pas la peur de la mort comme on la fantasme, mais la peur de la mort, cette fois-ci, en tant qu'anéantissement. Je devais disparaître subitement. Donc ça, c'est un niveau d'essence du choc. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est l'impossibilité de dire. La voix, la parole peut me manquer, c'est indicible ce que je suis en train de vivre. Et ça s'accompagne également parfois d'un espèce de blanc au niveau des émotions. Même mes émotions, elles doivent exister, mais je ne peux pas les situer et encore moins donc les nommer. Ce choc, c'est ce qu'on va appeler l'effroi. Les personnes qui ont été en situation maximum, si vous voulez, ont donc été confrontées à un effroi extrêmement puissant. Voilà, je peux dire que il faut concevoir la chose, ici on parle du tremblement de terre, on parle du séisme, on parle de quelque chose de très concret, d'une règle générale. On peut être intéressé à comprendre les notions de traumatisme et des différents chocs que l'on peut avoir. La psychologie différencie ces chocs réels, comme celui chaque fois qu'il y a un accident concret et qui met en jeu le processus vital. Il s'agit donc d'un trauma qui va faire traumatisme et il prend son siège dans l'expérience même, dans une sensation. C'est-à-dire la confrontation de soi directement avec un événement dangereux, traumatisant, qui met la vie en danger. Voilà. Donc ça, c'est le cœur, si vous voulez, de la notion de traumatisme. C'est comme s'il s'incrustait en vous, si vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez être comme ça confronté de différentes manières. Alors, et vous allez me poser peut-être des questions tout à l'heure, je ne sais pas si je devance un peu, mais on va dire si le traumatisme, d'abord, c'est quelque chose de réel, mais est-ce qu'on peut être traumatisé par la vue de quelque chose? Oui, hein, bien sûr. Quand je vois une personne mourir éventuellement à côté de moi, je peux en avoir un choc, mais je suis en train d'en faire l'expérience directe. Voilà, donc je suis présent dans la scène. Une scène qu'on me raconte pourra créer un bouleversement intérieur, mais non pas un traumatisme au sens où on l'entend. Il faut être là, il faut en faire l'expérience.
Hein, donc, il n'y a pas de transmission directe, si vous voulez, des traumatismes, sinon au travers des personnes qui étaient là. Je le disais tout à l'heure, dans l'affolement, tout à l'heure, au moment d'une panique, au moment du tremblement de terre, par exemple, s'il y a des personnes en état de calme et de maîtrise, elles limitent la puissance du choc chez les autres. Inversement, si on est plusieurs personnes à être choquées, on va augmenter cette dimension émotionnelle. Je pense que donc la première qualité pendant la séquence et après, dans les jours qui suivent et pendant les secours et pendant les rencontres avec les personnes choquées, dans tous les cas, il va y avoir le calme. Le calme d'une personne est quelque chose d'essentiel pour se rattacher à la communauté. On doit se trouver dans ce cadre apaisé par une personne qui ne tremble pas. C'est pourquoi d'ailleurs les personnes habituées aux situations de la santé, où la vie est en jeu, ont pris des habitudes et des réflexes de maîtrise et qui sont extrêmement rassurants. Donc pour aider les autres, il faut être calme. Bien sûr, on peut parler, la deuxième vertu, c'est l'empathie, la capacité d'écoute. Voilà, donc vous allez avoir besoin d'écouter, mais vous devez écouter à partir de votre calme. L'empathie vous permet d'aller comprendre l'émotion de la personne qui s'exprime, comprendre par exemple jusqu'à comprendre l'effroi, et vous devez rester néanmoins dans le calme, quelles que soient les conséquences, car la personne qui s'exprime voit comme son reflet en vous. Voilà, hein, donc elle voit son reflet en vous et il faut que vous ne soyez pas troublé. Comme ça, vous avez cette écoute qui permet de délivrer la personne. Alors, dans les situations, je disais on est là. Si par exemple, je sors du séisme et je vois que, si je sors, c'est que je suis vivant, mais je vois que d'autres ne le sont pas, alors je peux être choqué. Alors, il y a eu le choc de la secousse, puis il y a cet autre choc qui va être celui de voir les désastres chez les autres, avec des sentiments complexes, de troubles. Pourquoi je suis vivant? Pourquoi les autres sont morts? C'est quelque chose qui va me frapper donc d'étrangeté. Je vais avoir un choc à nouveau. Voilà, devant le spectacle des autres. Hein, donc en quelque sorte, c'est un peu la mort en direct. Pire encore, bien sûr, des personnes ne sont pas encore mortes, vous ne pouvez pas les sauver, et donc elles vont mourir à distance, vous êtes témoin de leur mort avec un désir immense de faire quelque chose, et donc là, vous avez encore un choc. C'est pourquoi nous avons parlé dans le titre de choc au pluriel, parce que il y a tous ces chocs. Voilà, donc je pourrais compléter une dernière remarque. On parle des fois de syndrome post-traumatique, de PTSD, pour l'anglais Post-Traumatic Stress Disorder. C'est une conception, si vous voulez, américaine. En Europe, on parle plus de trauma, de traumatisme. Le compactage de l'événement en le dénommant stress est un peu une réduction en réalité. Bon, ça permet de rethéoriser d'un point de vue américain, mais donc on peut parler de syndrome post-traumatique avec stress, hein, si vous voulez. Mais dans la définition qu'on a,
de traumatisme, ça inclut bien entendu le fameux stress. Mais ce n'est pas rien que du stress, c'est tout un processus interne qui affecte l'imagination, les émotions. Et comme ça touche des parties vitales dans mon être, j'éprouve ce qu'on peut retrouver dans ce symptôme, ce que je disais tout à l'heure, à savoir une certaine déconnexion de la réalité et des changements. Alors, il faut savoir, bon, par exemple, si je pense des cas différents du séisme, simplement, par exemple, une personne, un monsieur vient de perdre son père il y a 3 mois, mais il a l'impression que quelque chose a changé, que la vie n'est plus la même, quelque chose lui échappe, il manque quelque chose, il y a une espèce de trouble qui l'accompagne plusieurs mois après. Voilà, c'est le syndrome de désorientation, il y a quelque chose à disjoncter et la thérapie, en reprenant les éléments, c'est pas que le choc de la mort en elle-même de la personne, c'est le fait qu'une partie de soi semble avoir disparu. Hein. Ça fait partie, voilà, c'est pourquoi c'est plus intéressant de parler de traumatisme, qui implique bien sûr tous ces événements intérieurs sur lesquels il convient d'agir. Voilà, donc j'attire votre attention sur le fait que ces chocs, donc il y en a plusieurs, et qu'il y a une durabilité. C'est pourquoi vous serez tous appelés à différents moments, soit à agir sur vous-même, soit à agir sur les autres. Voilà, je vais donc essayer de répondre maintenant aux questions. Voilà, donc j'en ai fini avec cette allocution. Merci beaucoup Bernard, merci pour ces informations. Dans un premier temps, donc nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc j'invite les participants à poser leurs questions, quelles qu'elles soient, dans la rubrique Q&A. Je les poserai ensuite à l'oral, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là maintenant pour passer à un moment d'échange. Alors, à mon niveau, donc j'ai bien évidemment aussi écouté tout ce que Bernard nous a partagé. Donc, si je comprends bien, Bernard, la chose à faire pour surmonter un choc, c'est dans un premier temps, c'est qu'il faut pouvoir s'exprimer, parler de ce choc qu'on a vécu et s'exprimer à une personne qui est calme, qui a la capacité d'écoute et la capacité d'empathie. Donc, c'est principalement ça à faire. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire ou est-ce que ça s'arrête à ça? Alors oui, c'est effectivement très bien résumé. C'est l'aspect principal, ça va être de mettre en œuvre le langage. Alors, on peut y ajouter, si j'ai la capacité d'écrire, de tenir un journal, alors je pourrais mettre en mots, pardon, tout ce qui m'arrive, et ce récit, sous forme d'abord, par exemple, de prise de notes, pourra me servir à avoir un deuxième discours, mais à l'oral cette fois-ci, qui pourra se tenir vers d'autres personnes, mais une partie du travail d'intégration aura déjà commencé à se faire. Donc si on veut être soi-même en thérapie, je conseille d'écrire, de prendre des notes pour essayer de faire le journal de ce qui m'arrive. Et à partir de là, donc, je ne sais pas de le lire ou de le communiquer, ça c'est autre chose, ce n'est pas la question, c'est toujours de dire. Quand je parle à une personne, ma pensée se connecte automatiquement à des émotions. Ce qui fait que mes émotions, alors les émotions, on le sait tous, sont communicables. La personne qui écoute entend mon discours, mais ressent mes émotions également. Et si elle est, comme on l'a dit, idéalement une personne qui a un bon contrôle émotionnel,
son feedback, son retour, sa manière d'écouter, vont créer un apaisement. Et comme je suis en même temps en train d'en parler, mon cerveau est en train de mettre en place des mécanismes de gestion des émotions relatives à ce trauma. Donc, c'est important d'en parler. Donc, une étape, ça serait de recenser qu'est-ce qui m'arrive exactement, de le noter, euh, et ensuite d'avoir l'occasion de le dire. Et ça sera plus facile à dire et plus encore constructif que en premier jet. Maintenant, des fois, je suis dépourvu de cette capacité d'écrire. Si je suis dans un état de choc très important, au niveau de la proximité temporelle par rapport au choc que j'ai eu, on n'a pas le temps d'écrire. Hein. Là, je parlais de cet écrit quand on a du recul par rapport à l'événement. Immédiatement après l'événement, bien sûr, c'est d'avoir des personnes ressources. D'accord, très très bien, c'est très clair. Et est-ce que est-ce qu'il y a, donc c'est les deux moyens, hein, c'est par l'écriture et par la parole. Est-ce qu'il peut arriver que malgré l'écriture, malgré la parole, certaines personnes n'arrivent pas à surmonter des chocs, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Est-ce que c'est une crainte qu'on peut avoir, ou est-ce qu'en général ça permet de surmonter? Alors, la parole, parfois, il ne suffit pas de la tenir une fois. Le même événement, il faudra arriver à l'épuiser. L'événement qui me perturbe, me choque, je peux le relater. Il y a une couche d'effet, mais je n'en suis pas guéri. En réalité, il va falloir que je m'y reprenne. Il faut que je réitère jusqu'à ce que j'aille bien. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, je ressens en moi que ça y est, je sens que c'est fini. Autant le traumatisme était un ressenti profond, il en est de même de la guérison. Il y a le sentiment, ça y est, maintenant, je me suis libéré d'un grand poids. Alors des fois, je parle, je me libère d'un poids, et puis quelques jours après, je m'aperçois que j'ai encore ce poids. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que je réitère, il faut que je dise. Et quand je dis à chaque édition, euh, en fait, mon cerveau apporte des nuances, recalibre certaines émotions que je n'avais pas captées lors de ma première expression. Donc la purge se fait éventuellement, voilà, en plusieurs fois. Donc le rétablissement complet peut se faire comme ça en séquence et non pas rien qu'en une fois. Ça peut Mhm. arriver que rien qu'en une fois, il y a un effet thérapeutique magistral, mais c'est un petit peu, je dirais, une circonstance particulièrement heureuse. Souvent, l'accord déjà entre la personne qui s'exprime et l'écoutant n'est pas toujours totalement parfait, cet accord. Et donc, il y a des petits ratés, etc., qui font que on les reprendra. C'est pas grave, de toute façon, il faudra les reprendre. Voilà. C'est pas qu'on radote, parce qu'on dit que les personnes âgées radotent, elles répètent un peu les mêmes souvenirs ou les mêmes préoccupations, mais il ne faut pas avoir peur de ça. En thérapie, on est appelé à répéter le même événement. Je dirais même, bon, dans la pratique de la psychothérapie, ça devient de plus en plus profond, de plus en plus affiné, etc. Il y a une augmentation au fur et à mesure qu'on réitère le propos, une augmentation du contenu. Mhm. Et qu'est-ce que vous pensez d'autres méthodes? On entend des fois parler, par exemple, d'hypnose ou d'autres méthodes qui existent pour surmonter un choc. Est-ce que ce sont des méthodes qui peuvent vraiment aider? Quel est votre avis sur les alternatives? Alors, bon, l'hypnose, bon, c'est un grand sujet. On va dire que c'est une méthode thérapeutique, mais elle reste basée sur la parole. Certes, il y a une parole apaisante, calmante, de proposition de la part de l'hypnotiseur,
mais sous hypnose, il va inviter la personne à parler, à s'exprimer. Et donc l'hypnose, au demeurant, n'est pas un état de sommeil total, on n'est pas dans le néant. La personne hypnotisée a l'impression d'être pas très loin de l'éveil parfois, sinon d'être un peu comme dans un rêve. Elle est consciente, mais un rêve conscient, un rêve lucide. Elle raconte, etc. Il se peut qu'en situation d'hypnose, si la relation est très bonne, eh bien, elle se sente suffisamment sécurisée euh, pendant qu'elle parle, ce qui peut donc lui faire du bien. Je dirais que l'hypnose n'est pas du tout une condition obligatoire, c'est une variante à l'entretien comme système de thérapie. Très bien. Est-ce qu'il est possible, dans une certaine mesure, d'anticiper un choc à l'avance, de se préparer à l'avance? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pour éviter de vivre un choc ou de le vivre de manière forte, est-ce qu'il y a une anticipation? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de se préparer? Alors, je dirais oui. Euh, Toutes les équipes de secourisme vont avoir des formations qui les préparent. Euh, Même un événement peut être durable. Si un séisme dure quelques minutes, une guerre, ça peut durer longtemps. Donc je vais être exposé, réexposé, et je peux me préparer aux choses. Cela nécessite donc une transmission. Euh, il y a bien sûr, on peut se documenter, lire, mais bien mieux encore en recevant les instructions verbalement de la part, très souvent, du reste de sauveteurs, de gens qui ont expérimenté, etc. Donc, je pense par exemple qu'au Japon, si j'en reviens au séisme, qui est quand même un peu l'événement du jour, c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, même si j'étais éloigné de l'épicentre, on va dire que tout le Maroc a ressenti une onde de choc. Tout le Maroc est en deuil quelque part des morts qu'il y a eu. Euh, donc le Maroc a été choqué d'être ainsi secoué et puni quelque part par un certain nombre de morts. Donc il y a quand même quelque chose de grand. Mais j'en reviens sur la préparation. La préparation va faire que, effectivement, je vais réagir avec beaucoup plus de lucidité. Je disais, si je prends au Japon, il y a des préparations au séisme. Quand un séisme survient, les personnes ont de meilleurs réflexes et vont avoir de moindres traumatismes. Plus je suis littéralement surpris, mon cerveau réagit par une dissonance cognitive, c'est-à-dire il se passe quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Et je suis incapable de comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, le choc est d'autant plus important alors qu'il va être minimisé par les préparations que j'aurais pu avoir, l'entraînement, voilà, les simulations, on peut faire les simulations, les alertes, etc., font qu'on va garder un esprit qui résiste à la dissonance. Et comme je disais, même pendant le choc, il y a des personnes qui résistent mieux que d'autres. Alors des fois, c'est naturel. Il y a des personnes qui ont à la fois des tendances anxieuses développées depuis qu'elles sont très jeunes, depuis qu'elles sont enfants, et en même temps un besoin d'analyse, de réponse à tout. Elles ont déjà inventorié en quelque sorte les risques et arrivent finalement à y faire face très très bien. Voilà, parce qu'elles se sont naturellement préparées. D'autres vivent avec moins d'anxiété, donc se posent moins de questions, donc ne vont pas investiguer, etc. Et si quelque chose arrive et fracasse la tête, elles ne bénéficient pas d'une telle préparation. Mmh. Très Donc bien.
voilà, la qualité des réflexes que je peux avoir également en situation de crise, incendie, éboulement, tremblement de terre, explosion, etc. Bon, l'explosion, c'est beaucoup plus rapide. On a peu de chances d'avoir les bons réflexes. Encore qu'il y en a qui arrivent, qui entendent le vent d'une bombe et se jettent au sol, etc. Voilà. Et ça, plus je réagis, plus ça veut dire que je suis préparé, et psychiquement ou par une préparation, et moindre sera le trauma. Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir conscience qu'on a vécu un traumatisme, de ne pas s'en rendre compte et qu'au final, en fait, on aurait besoin d'extérioriser les choses, mais enfin voilà, est-ce que c'est possible de sous-estimer cet impact que ça a sur nous? Alors ça, c'est effectivement, c'est une question qui arrive forcément. Beaucoup de personnes, je l'évoquais très légèrement dans le propos initial qu'on a eu tout à l'heure, beaucoup de personnes vont croire qu'elles n'ont pas été choquées. Il y a un déni qui se met en place. Même on peut être alerté par le manque de réaction émotionnelle. Il y a des situations qui appellent une libération des émotions. Et quand la personne ne libère pas d'émotions, on dit souvent, d'ailleurs par rapport à un deuil, vous perdez quelqu'un que vous aimiez et vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai rien ressenti. Ça, c'est signe qu'il y a un blanc qui s'est opéré, que le choc, en fait, a été refoulé. Et donc, dans beaucoup de cas, le choc va survenir plus tard. On a vu des cas où des personnes qui ont fait, par exemple, des guerres, n'importe, vont déclencher les symptômes 2 ans, 3 ans après. Alors, elles se baladent dans un décor violent, choquant. Ils disent, c'est bizarre, ça me fait rien. Alors, elles traversent la crise, elles réintègrent leur vie, et se rendent compte de rien jusqu'à ce qu'elles rentrent dans une période où elles se mettent à avoir des tas de symptômes. Très souvent, ce sont des cauchemars qui apparaissent, et puis des émotions incontrôlables, de crainte, d'anxiété, de désespoir. Voilà. Et elles commencent à entreprendre quelque chose qui peut ressembler à une dépression ou un burn-out, qui est l'effet du traumatisme qui avait été évacué. Donc il y a voilà, à la fois les émotions et parfois même une partie du concret de ce qui a été vécu. Alors il y a des traumatismes comme ça, hors le champ du traumatisme séisme, pour généraliser par rapport à la question. On connaît tous ça dans les événements psychothérapiques. Une personne en psychothérapie, des fois, fait un travail qui peut durer, supposons pendant 1 an, et puis commence à faire des rêves bizarres. Vas-y, il y a quelque chose qui m'arrive là en ce moment, je comprends pas, qu'elle raconte des rêves. Puis après, elle se dit, mais je me demande si c'est que des rêves, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ressemblerait à ça, etc. Et là, on voit une personne qui va reconstruire un souvenir. Et certaines personnes, dans certains traumatismes, là, en tête, à l'instant où je vous parle, je pense à des traumatismes, par exemple, sexuels, une personne peut avoir oublié un pan entier de sa vie, l'oubli total. Et alors que cet oubli va s'accompagner de symptômes de différentes sortes, de troubles psychologiques, de bonne adaptation à la vie, sans que la personne arrive à savoir mais pourquoi. Et puis un beau jour, un traumatisme essentiel remonte à la surface et la personne va véritablement s'en délivrer cette fois-ci quand elle va pouvoir en parler, etc., comme il convient. Et à ce moment-là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc oui, on peut ne pas se rendre compte, on peut avoir l'impression d'être passé à côté,
mais néanmoins se découvrir après coup avoir été choqué. C'est pas facile. Mm. Et est-ce que, donc vous nous disiez que la personne à laquelle on va se confier doit être une personne qui est calme, qui a la capacité d'écoute et d'empathie. Est-ce que donc ça peut être toute personne qui remplit ces critères-là, ou est-ce que c'est quand même recommandé d'aller voir un professionnel, euh, ou En tant l'un et que, l'autre? Ouais. en tant que professionnel, je dirais, quand on a l'occasion d'avoir un professionnel, il y a des chances que ce soit mieux, de sérieuses chances que ce soit mieux. Mais il y a des gens qui sont naturellement portées à l'écoute. Alors des fois avec un défaut, c'est qu'elles vont se charger émotionnellement. Elles ne sont pas prêtes à gérer le contre-transfert, on fait ça, enfin bref, l'impact des émotions sur elles-mêmes. Alors qu'un professionnel, il a l'habitude, par la répétition des situations d'écoute et ses apprentissages, il a un peu l'habitude de prêter l'attention qu'il faut aux propos et de surveiller l'émergence des émotions et l'impact de ces émotions sur lui. Voilà, ce qui fait le professionnel, c'est qu'il a l'habitude de travailler sur lui-même parce que chaque fois qu'il écoute, il est impacté par des émotions, il les gère. Alors que dans le tout venant, une personne peut être douée de la capacité d'écoute, mais pas forcément pour faire le tri des émotions qui lui arrivent et pour les maîtriser. Mais encore, il arrive qu'il y ait dans le tout venant des personnes qui ont ces deux qualités, à la fois de l'écoute et cette qualité de gérer les émotions qui leur arrivent. Et ça, c'est plus rare, mais très sincèrement, on rencontre des personnes. Alors, il y a des gens qui sont naturellement. Je pense par exemple une personne, c'est en France, mais bon, on peut le trouver ailleurs, qui est concierge dans une résidence. J'en ai rencontré même plusieurs comme ça, à Paris notamment. Donc, les concierges jouent des rôles. Ils ne font pas que ramasser les poubelles. Ils s'occupent de la sécurité. Et ils s'occupent de tout. Et ils s'occupent des gens. Et donc, par exemple, j'en avais connu une en particulier, une jeune femme, quarantaine d'années, qui avait une qualité d'écoute dans une résidence de luxe. Il y avait des gens de la haute fonction administrative, des élus, etc. Eh bien, tous ces gens-là prenaient rendez-vous avec elle, allaient parler avec elle. Elle était un peu devenue leur psy, entre guillemets, tout en étant une concierge. Mais une concierge qui avait quand même le goût de la lecture, qui se documentait, qui avait des tas de qualités et une qualité humaine extraordinaire, puisque les gens la choisissaient. C'est pas elle qui disait venez, venez par là, je fais de l'écoute. C'est les gens très naturellement, ils commençaient à lui parler, ils avaient besoin d'en dire plus, et voilà. Voilà donc une personne c'est drôle, qui arrivait à écouter des gens bon, qui se prévalent d'un certain statut social, etc. Voilà. Et donc, mais j'ai retrouvé la même chose. Là, ça s'est passé à Grenoble, ce que je relate, mais j'ai retrouvé quand j'étais à Paris, j'ai retrouvé des concierges avec des qualités comme ça d'écoute très développées. Parce que leur job les met en rapport. Voilà. Alors bon, après, c'est pas toutes les personnes, mais il y a des personnes parmi celles qui ont des occasions qui vont développer des capacités comme ça. Donc on peut en avoir dans notre entourage. On peut, voilà, c'est question d'instinct de savoir que on parle à une personne qui est neutre quand elle écoute, ne porte pas de jugement, ne donne pas de conseils de manière excessive, évite de donner des conseils, laisse le temps agir, partage le ressenti et apaise en même temps. On peut trouver ça. Heureusement d'ailleurs. Sinon, sinon les cabinets seraient complètement bondés après un événement. Exactement. Alors, j'ai une autre question. Donc, si maintenant
après le séisme, on a toujours encore l'impression que la Terre tremble en continu, mais faiblement. Est-ce que ça fait partie des symptômes? Et comment est-il possible d'ignorer cette sensation de tremblement? Alors, c'est-à-dire, j'ai l'impression que la Terre continue à trembler. Oui, bien sûr, Exactement, oui. c'est ma mémoire qui a été affectée et comme un acouphène. Par exemple, si j'écoute dans mes oreilles, que je prête attention dans le silence total et que j'écoute, je ne tarderai pas à entendre un bruit de fond, des crissements, des bruits, etc. Mais si je deviens obsédé des bruits internes de mes oreilles, par exemple, je vais passer mon temps à entendre des bruits qu'on va appeler des acouphènes, et je peux être perturbé. Beaucoup de personnes souffrent d'acouphènes. Je le prends comme un exemple pour dire que mon cerveau va faire une fixation ici sur des sons internes que normalement il élimine. Alors c'est pareil pour le choc, le tremblement par exemple. Ça signe quand même qu'il y a eu donc un effroi. Mon cerveau s'est mis en veille, il a peur, et il réactive l'événement par erreur, c'est-à-dire il croit l'événement encore au présent. Donc il réactive, je fais une espèce de fixation involontaire sur le tremblement que j'ai ressenti. Mais c'est le même système. Mon cerveau devrait être capable de gérer en disant c'est du passé, la Terre ne tremble plus. Enfin, il ne parle pas, mais il pourrait. Et me laisser en paix. Mais là, euh, ça frémit encore en dedans de moi. C'est comme la réminiscence. Je pense que c'est l'indication d'un choc qui n'a pas été traité, qui serait traité. Il faudrait là rencontrer un psy ou une personne ressource, comme j'ai indiqué tout à l'heure, pour dire c'est bizarre, j'ai encore ce truc-là, j'ai pas l'impression que j'ai été très choqué, mais ça tremble encore. Alors, il faudrait entamer un approfondissement pour libérer complètement cette mémoire qui est restée un peu sur la zone on, alors qu'elle devrait passer en off. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Alors, je crois qu'on a terminé, il n'y a pas de questions supplémentaires qui ont été posées dans le chat. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, s'il n'y a pas de questions pour le moment, nous allons terminer cette partie questions-réponses. Si jamais vous avez des questions qui surviennent, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Voilà, donc vous aurez aussi la possibilité de revisionner le webinaire sur la chaîne YouTube de la HK Maroc. Je remercie Bernard Corbel pour sa contribution. Merci beaucoup Bernard. Et je remercie aussi tous Un les plaisir, participants et au pour contraire, votre un plaisir. écoute. Je suis heureux de m'adresser à tous ces gens. Malheureusement, j'aurais aimé voir des visages, mais je ne les voyais pas. Il y a peut-être un peu trop de monde pour que ça puisse s'afficher. Mais voilà, je suis à la disposition. C'est dommage, bon, que s'il y avait des questions, j'y répondrai encore volontiers, bien sûr. On pourra Mais les je relayer si jamais. dommage Oui, on fait le tour des questions qui se posaient. exactement, oui. C'est tout bon. Et donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail. On pourra faire le relais. Voilà, donc avant de nous quitter, je vous annonce aussi notre prochain webinaire qui aura lieu mardi prochain à 14 h et qui portera cette fois-ci sur la sécurité au travail et quel comportement adopter en cas de séisme. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt et encore merci pour votre présence. Au revoir. À très bientôt. Merci.